Est-ce que là, on n'a pas une montre qui est tellement classique qu'elle est trop classique? Dans ma logique de collection, je me suis dit, toutes les complications que j'aime, en avoir une, et simplement une. Une montre 3 aiguilles ne donne pas l'heure sur le temps qui passe, elle vous donne un cycle de 12 heures. Les quantièmes perpétuels, on va dire traditionnels, ne te donnent la bonne date que jusqu'en 2100. Pour moi, c'est la complication ultime parce que c'est une projection dans le temps qui passe, qui n'est pas un cycle, mais qui est une ligne droite. Salut les amis et bienvenue dans Petite Montre entre amis. Un épisode exceptionnel nous attend avec le retour de Louis. On a tout fait, tout, pour enregistrer un 29 février, une année bissextile, mais le calendrier ne s'y prêtait pas. C'est ma complication préférée qui fait enfin son arrivée sur la chaîne. Louis vient nous raconter sa dernière folie, une Gégère-Lecoutre quantième perpétuelle. Nous voilà partis dans le temps qui passe. Prends 2 secondes pour liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne pour l'éternité. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Ce programme vous est présenté par Dailicious, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailicious.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Louis. Salut Xavier. Ça va? Bah tranquillement, et toi? Ça va bien les amis, vous le reconnaissez? C'est le retour. T'étais venu avec une Tudor série limitée? Ouais. Elle est toujours à ton poignet? À la banque. Mais... À la banque. Et là, t'es revenu avec? Bah non, elle est à la banque. T'es revenu avec quoi? Belle Gégère-Lecoutre. Ah la vache, les amis. Je vous l'ai dit dans l'intro, le quantième perpétuel jamais vu sur la chaîne. Merci beaucoup de nous faire ce cadeau. Et oui. Et c'est ma complication à titre personnel préférée. On en parlera après. Ok. Mais c'est ta vidéo, c'est pas la mienne. Alors, tu me permets de l'essayer ou pas? Eh ben avec grand plaisir. Alors, je sais pas si c'est l'émotion, mais je suis parti sans montre ce matin. Alors, peut-être parce que je me suis dit, en fait, je me suis souvenu qu'on avait le même poignet et que il le sait, puisque c'est moi qui l'ai, la Tudor maintenant. Si celle-là me va également, je repars avec. Et voilà, c'est parti mon kiki. Merci beaucoup les amis, à bientôt pour un nouvel épisode. Non, je déconne. Tu l'as depuis quand celle-ci? Alors, je l'ai acheté en septembre de l'année dernière, donc septembre 2024. Ouais, donc ça fait 6 mois. C'est ça. 2024 était une année bissextile. Ok. Eh oui, c'est divisible par 4. Voilà. Alors tu l'as acheté il y a 6 mois. Tu voulais un cupé, tu voulais une Gégère. C'est quoi l'idée? Alors en fait, il y a très longtemps, en me baladant sur Place Vendôme, je rentre dans la boutique Gégère, de base pour voir une Reverso. Et puis en se baladant dans la boutique, le cupé me faisait énormément rêver au niveau de la complication. Ouais. Je tombe sur celle-ci. Ouais. Alors, pas cadran noir, je la tombe sur le cadran blanc champagne, boîtier or rose. Ouais. Hors de prix. Inaccessible pour moi, je la prends en photo, je la trouve magnifique, je repasse quelques fois en boutique, etc. Et puis je me dis, bah, un jour je pourrais. Et l'année dernière, suite à des circonstances de santé, j'ai voulu me faire plaisir et je l'avais encore jamais vu en cadran noir. Un de mes revendeurs l'avait en cadran noir. Je passe en boutique et là c'est le coup de foudre. Très clairement, je la trouvais plus jolie que le cadran. Revendeur d'occasion alors. Revendeur d'occasion. Okay. Et je l'ai trouvé juste sublime et suite à ces circonstances, bah, j'ai fait chauffer la carte bleue quoi. Ça a été très vite. Parce que tu l'avais déjà remarqué et identifié. Oui. Ah, comment ça s'ouvre? Oui, ça s'ouvre comme ça et après comme ça. Je veux pas tout démonter. Après, on va s'amuser à tout dérégler. Non, je déconne. Quantième perpétuel. Donc ça te donne le jour du mois, oui, le mois, oui, l'année, oui, l'année bissextile. Complètement. Alors où est-ce qu'elle est l'année bissextile là-dedans? Là je vois l'année, les amis, c'est ça. Là je vois la date, tout va bien. L'année bissextile, c'est le petit guichet caché quasiment au centre de la montre? Non, je crois pas. Ça c'est la réserve de marche, si je dis pas de bêtises. Alors c'est peut-être au dos? L'année bissextile, très bonne question, j'en sais strictement rien. Eh ben écoute, c'est pas grave. Je me suis jamais posé la question. C'est pour ça que tu savais pas que 2024 était une année bissextile. Je me pose pas ces questions. Ah ouais, non mais moi je suis un peu un malade mental de ces trucs-là. Comment on sait qu'une année est bissextile? Il faut que l'année soit divisible par 4. 2024, ça se divise par 4 ou pas? Bah oui. Oui. Voilà.
Comment on sait sur la très longue durée si c'est toujours une année bissextile? J'ai révisé les mecs, hein, mais j'ai révisé parce que le sujet m'intéresse. Et c'est pour ça que les quantièmes perpétuels, on va dire traditionnels, ne te donnent la bonne date que jusqu'en 2100. Ok. Pourquoi? Parce que pour qu'une année soit bissextile, il faut que ça se divise par 4. Si ça se divise par 100, mais ça ne se divise pas par 400, Ouais. alors c'est pas une année bissextile. Qu'est-ce qui se passe en 2096? 2096, ça se divise par 4. 2100, Ouais. ça se divise par 4. On est à la limite du sketch du film. Non, ça se divise par 100, Ok. mais ça se divise pas par 400. Donc 2100, Ok. bien que ça se divise par 4, n'est pas une année bissextile. Et donc là, pour un mouvement de montre qui, tous les 4 ans, te met un 29 février, Ouais. d'accord, ben en fait, il y a une rupture en 2100. Donc tu auras un problème, on se reverra. On est en 2024, saison 6, donc en 2100, il faut rajouter 76 ans. Pour la saison 82 de Petite Montre entre amis, on aura le retour de Louis. Alors Xavier, Qu'est-ce je que te t'en le penses? souhaite. Mais je serai là, moi. Je te le souhaite. Bah, en tout cas, elle marchera ta montre. Mais par contre, marchera. elle déconnera sur l'année. Voilà quoi. Donc tu la mets sur un Winder justement pour conserver ça ou pas? Oui, oui, parce que. Alors l'avantage, c'est qu'au niveau du réglage, comparé à un QP classique, il n'y a qu'un seul bouton de réglage. D'habitude, il y en a 3. Ouais, qui est là à 7 heures, 8 C'est heures, ça. pardon. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Ses avantages, c'est que du coup, quand tu l'as pas sur un remontoir, un petit coup de cure-dent ou avec le petit outil, j'ai le Ouais, mais justement, comment ça se passe? T'appuies une fois, T'appuies une fois et en fait tout se synchronise comme un calendrier sur le téléphone. Bah, ça s'incrémente d'une journée, entre guillemets. Le mouvement est conçu pour incrémenter à chaque fois d'une journée en prenant en compte du coup les mois. Alors quand tu l'as acheté, mois 29, elle 31. était sur un Winder ou pas? Non, Ou alors donc le vendeur te l'a réglé? le vendeur me l'a réglé. C'est indiscret de nous dire chez qui tu l'as acheté? Antoine de Macedo. Antoine de Macedo, ok. Donc horloger vintage notamment, fort réputé, hein, avec des marques et des modèles absolument fantastiques. Ça vaut le détour uniquement pour les regarder. Ah oui, rien que la partie visible où on voit les horlogers travailler derrière, C'est avec beau. les établis en bois. C'est beau, c'est beau. C'est Charles Adrien qui te l'a vendu? Non, Pas lui mais il était dans la boutique. Ah, Charles Adrien, t'es passé à côté de vendre un QP, purée. Charles Adrien était venu sur la chaîne, souvenez-vous, à plusieurs reprises, 3 fois. Et la dernière fois, c'était avec ces deux breguets en or. Je sais pas si tu te souviens de ça. Pour moi, c'est la complication ultime parce que c'est une projection dans le temps qui passe, qui n'est pas un cycle, mais qui est une ligne droite. Hein, et c'est moi ce qui m'a fait prendre conscience avec une pub d'IWC, je l'ai déjà raconté, mais que en fait, une montre 3 aiguilles ne donne pas l'heure sur le temps qui passe. Elle vous donne un cycle de 12 heures. C'est tout. Oui. Donc en fait, ce n'est que 12 heures qui tournent. Si on rajoute la date, ça peut aller jusqu'à 61 jours, schématiquement. Hein, parce qu'après, il y a une erreur mécaniquement. Pourquoi tu es allé sur cette complication-là plutôt que d'autres GMT, tourbillon, rétrograde, sans cumuler tout ça, on va pas exagérer non plus. Hein. Alors, je pense qu'on va se rejoindre sur ton explication juste avant hein, et ton attache, le temps. C'est linéaire, on est tranquille jusqu'en 2100. Alors je savais par rapport à 2100, mais pas forcément la raison complète. Mais c'est linéaire. La beauté aussi du cadran. Un quantième, alors chaque quantième est différent, mais ils sont quand même bien remplis, ça change du chrono, puisqu'on pourrait visuellement porter un chrono. Oui, un chrono avec phase de lune, ça fait 4 sous-cadrans. C'est ça. Voilà, c'est vraiment le temps qui est linéaire et que je trouve magnifique de pouvoir assembler tout ça dans une montre, dans un mouvement. Au passage très fin. C'est ce que je... 9,2. 9,2 Ouais, j'ai fait aussi mes petites révisions avant de venir. Oh la vache, tu l'as pas mis avec le pied à coulisses, tout. Non. T'as vérifié parce que parfois, hein, on nous dit qu'il y a 1 millimètre de plus sur une Rolex Submariner, mais on l'a toujours pas trouvé. Et c'est ça, c'est ça. Un faux 41. Quel diamètre? 39. 39 mm. Donc on a effectivement, on va dire, beaucoup de littérature sur le cadran. Ouais. Vu de loin, il n'y a pas les boutons poussoirs, on pourrait dire que c'est un chrono, etc. Mais il y a tout de suite un truc qui marque quand même, c'est le guichet à 7h30, justement, avec l'année 2025 qu'on voit ici.
je suis content, j'ai des bonnes lunettes, hein. C'est assez petit mais je vois bien. Ouais, c'est assez visible. En fait, c'est le cadre en noir qui fait que toutes les écritures blanches ressortent plus facilement. Ouais. Que tu n'as pas si tu prends le cadran champagne où ça s'efface. On se perd un peu dans le cadran, même si c'est du 39 mm et qu'il y a quand même pas mal de détails. Mais en fait, du coup, le quantième, vu qu'il y a quand même beaucoup de détails, en fait, tu te perds et ça se lisse en fait sur le cadran. Et c'est ça qui m'a plu directement sur le cadran noir. C'est déjà la profondeur du cadran noir. Quand on le regarde, on dirait qu'il est lisse, mais quand on va dans le détail, on voit le détail de la matière. Mais en même temps, il fait ressortir vraiment tous les détails des écritures et pour la raison qu'on l'achète, hein, c'est quand même un quantième, hein, si on ne voit pas les informations qui sont indiquées dessus, c'est pas terrible quoi. Je regarde au dos là, toutes les gravures, etc. C'est toujours des fonds de boîte qui sont sympas quand même chez. Est-ce que ça c'est la collection Master ou Master Control, il me semble, hein, avec cette boîte quand même assez caractéristique de la collection? C'est ça. Master. Alors c'est pas c'est Master Ultra Thin. Ok. Master Ultra Thin, c'est pour les boîtes qui sont fines. C'est vrai que dans ma recherche, alors je suis tombé dessus en boutique par hasard il y a quelques années, mais le quantième me fascinait toujours. Mais il y avait toujours un détail qui m'interpellait, c'était l'épaisseur de boîte. À chaque fois, l'épaisseur de boîte dans les montres modernes, hein, parce qu'il faut la considérer comme une montre moderne, je crois qu'elle a été développée en 2016 ou 2017, je crois. À chaque fois, c'était des parpaings, quoi. Et pour avoir quelque chose de plus fin, il fallait aller dans le vintage. Mais en fonction des marques, ça devenait hors de prix. Donc je trouve en rapport qualité-prix, du moins sur le marché gris, c'est fascinant. Un quantième moderne, manufacturé, Jaeger-LeCoultre, donc avec les finitions Jaeger historiques au niveau des mouvements, du nombre de brevets qu'ils ont fait, etc. Tout match, quoi. Enfin, elle est parfaite, quoi, pour moi. Est-ce que tu as le souvenir, quand tu allais l'essayer en cadran silver ou champagne, donc neuve, à la boutique Jaeger-LeCoultre, Place Vendôme à Paris, hein, pour ceux qui ne sont pas de Paris ou de région parisienne, combien ça coûtait neuf? Alors, la première fois, sachant qu'elle était en or rose, pardon. Hein. Alors, j'ai les prix en acier. Ouais. En acier, à l'époque, la première fois, c'était 25 000 €. Ouais. Maintenant, ils sont passés à 30. Ouais. Oui, depuis un an. Ils ont eu une politique agressive sur les prix. Hein. Alors, ils ont fait 2-3 changements au niveau des aiguilles qui sont à peine visibles et je crois le mouvement, ils l'ont un peu amélioré pour la réserve de marche. Ok. Parce que là, je crois qu'on est sur du 38 heures et je crois qu'ils sont passés à 50 ou 70 heures. Je sais plus. Mais ils ont justifié du coup une augmentation de 5 000 €, qui je trouve énorme pour. Et donc ça, c'était neuf? Toi, tu l'as acheté à combien, toi? Je prends juste 30 secondes dans ce quantième perpétuel. Daily Shoes, c'est la chaîne de l'émotion pour s'éduquer à l'horlogerie. C'est aussi la première plateforme d'avis client pour trouver la montre qui te ressemble. Plus de 3200 avis sur 400 marques sont déjà disponibles. Tu trouveras ton bonheur avec d'autres clients qui ont fait le choix de leur montre. Ton avis sur ta montre a aussi de l'importance pour aider les autres à faire le bon choix. Pour partager ton avis, comme l'a déjà fait Louis et plusieurs milliers de membres, rendez-vous sur www.dallyshoes.com. Je l'ai acheté 17. 17, ouais. Une belle, un prix très significatif. Là, on est quand même sur des sommes bien plus élevées que la Tudor dont tu avais parlé. Ah oui, et c'est l'illustration aussi que là, on a l'une des marques les plus historiques de l'horlogerie, hein. L'horloger des horlogers. Pendant des années, ils ont fait les mouvements pour tout le monde, hein, pour Vacheron, pour Patek, et compagnie, etc. etc. Peut-être un petit peu dépendant de la Jaeger-LeCoultre, de la Jaeger-LeCoultre Reverso, pardon, dans ce qu'ils ont à proposer. C'est ultra classique, etc. Mais c'est un monument de l'horlogerie, et de par sa complication, puisque même si maintenant il y a de plus en plus de marques en fait qui en sortent, parce qu'il y a des initiatives d'horlogers indépendants, donc il y a beaucoup de choses. Historiquement, je me souviens plus de son prénom, mais c'est un horloger anglais l'époque de la révolution des Lumières, etc., fin 18e, Thomas Mudge, de mémoire. Thomas, je suis pas sûr, mais Mudge, je suis sûr.
qui aurait fait le premier quantième perpétuel dans une montre de poche. Donc c'est l'époque de John Harrison, Breguet un petit peu plus tard, etc. Et on a vu arriver en 1920-25 le premier quantième perpétuel porté au bracelet, mais issu d'un mouvement de montre de poche. Ça, c'est Patek qui l'a fait. Et puis après, Patek a sorti la première montre bracelet de série. Et là, évidemment, on rentre dans le sujet de montre de série versus montres qui prennent des années à faire. Là, je pense qu'on est sur une montre de superbe finition, très 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 haut de gamme, etc. Mais on n'est pas dans le bespoke où il n'y en a qu'une qui a été faite. Donc on pourrait l'appeler montre de série. Et c'est ce qui fait qu'on a confiance dans le calibre. Complètement. Jusqu'à présent, tout marche bien. Quand tu te réveilles le matin et que tu n'es pas sûr de quelle année on est, là, tu check. 2025, quoi. On n'a pas sauté du jour, je ne me suis pas endormi entre-temps. Alors, est-ce que tu as fait un truc qui, moi, me séduirait? Ça me fait penser à la Lange & Söhne Zeitwerk, tu sais, avec ces deux cadrans digitaux, où il se passe énormément de choses à minuit quand tu changes de jour. Est-ce que l'année dernière, non, tu l'avais pas. Février 2024, tu l'avais pas. Non. Donc en fait, il faut que tu attendes 2028, peut-être 2026, à voir, bref, non, 2028, pour pouvoir voir le passage pour la première fois au 29 février. Alors moi, je l'ai fait pour 2024-2025. Ah, là, j'ai pris ma petite vidéo. T'as fait ta petite vidéo, tu l'as amenée? Il n'a pas amené sa vidéo. Tu vas la retrouver. Je vais la retrouver. Où là, ça passait de 24 à 25. Ouais. Où, c'est une fois par an, quoi. Mais j'essaierai en 2028 si je m'en souviens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu étais venu avec une Tudor Black Bay 58, customisée, tu l'avais raconté, je vous mettrai le lien vers la vidéo. Une montre en acier, étanche à 200 mètres, je vais la qualifier de montre à tout faire. Complètement. Qui est positif, hein, donc montre à tout faire qu'on peut porter n'importe quand. Voilà. Ça, c'est quand même complètement différent. Ouais. C'est plus précieux. Ouais. Il y a plus de valeur émotionnelle dedans. Ça coûte 4 à 5 fois plus cher. Est-ce que, moralité, tu la portes différemment que la Tudor? Non. Limite, je la porte plus que la Tudor. Ouais. Non, je la porte tous les jours. Parce qu'il a un problème avec les jours de la semaine. Dans la Tudor, ça ne donne pas le jour de la... C'est ça, je panique. Je ne sais pas quel rendez-vous, quel jour on est. Je n'ai pas de secrétaire, mais j'ai une montre qui me le fait. Donc, mais non, je la porte vraiment tous les jours. Tout comme une Sub ou la Tudor. Enfin, vraiment, je prête pas plus attention parce que c'est un quantième que par rapport à une Tool Watch. Alors, je fais attention à mes montres, je ne vais pas venir rayer sur du crépi dessus non plus, mais c'est pas le prestige de la montre ou du calibre ou de la marque qui fait que je la porterai pas ou je la porterai uniquement pour des soirées, pour des petits événements, etc. Alors, qu'est-ce qui fait que tu la portes plus, au final? Le fait qu'on n'en voit pas. Ouais. Très clairement, dans la rue, on voit quelques quantièmes. Alors, on voit quelques quantièmes chez Frédéric Constant dans la rue. On voit, voilà. Mais c'est pas forcément un mouvement qu'on voit très souvent. Donc, on sort un petit peu du lot. Et puis surtout, je la trouve sublime. Et puis, je pense que je suis encore dans ma période où, tu sais, quand on achète une montre, on la porte tous les jours, même si ça fait 6 mois. C'est une belle love story, 6 mois. Ouais, complètement. Bah oui, attends, il y a de quoi. Hein. Et puis en fait, tu peux la porter avec tout type de tenue. Tu peux être bien habillé avec un polo ou une chemise, tout comme en pull ou en t-shirt, un polo. Je trouve que elle peut matcher en fait dans toutes les configurations des tenues. Donc en fait, tout lui va, quoi. Il n'y a pas de raison pour pas la porter. Tu parlais de Frédéric Constant juste avant. Frédéric Constant, une marque qui est quand même assez récente, milieu des années 80, tout, donc très différent de Gégère Lecoutre et qui avait, je vais dire, innové, puisque c'était vraiment une innovation. Il y a quelques années, peut-être un peu plus de 10 ans, sorti le premier quantième perpétuel Swiss Made à moins de 10 000 €. Est-ce que c'est une option ou c'est une voie qui t'a tenté, ou alors tu voulais quand même, pour l'une des complications ultimes, pour moi la complication ultime, mais enfin en tout cas avec le tourbillon, tu vois, c'est est-ce que tu voulais
une marque qui représente plus ce type de complications? Ouais, je voulais complètement une marque qui représentait... Alors, je voulais une marque qui représentait le prestige de cette complication. Donc, je pensais de base à Gégère Lecoultre, à Breguet. Ouais. Maintenant, l'épaisseur a fait que je suis allé chez Gégère Lecoultre. Et puis après, historiquement parlant, Gégère Lecoultre a fourni quand même quelques calibres à quelques maisons dans le monde. Donc, en fait, tout matché par rapport à l'historique, au savoir-faire, au prestige sur une Gégère. Maintenant, avant de l'acquérir, en tant que franchouillard, entre guillemets, travaillant dans une grande compagnie aérienne française, je m'étais tenté, du moins, d'aller le passer en français, de mettre le quantième en français. J'allais te poser la question, ouais. Alors, ça a été la croix et la bannière. Finalement, comme tu peux le voir, il est en anglais, donc j'ai pas réussi. J'ai essayé chez quelques marques, des marques très connues, Zenix, etc. Ils n'ont pas voulu. Chez Gégère, avant d'aller chez Antoine de Macedo, j'étais prêt à mettre les sous si il me l'a passé en français. Donc en tant que client, j'étais prêt à mettre 25 ou 30 000 dans une montre s'il me l'a passé en français. Donc d'acheter en neuf? De l'acheter en neuf. Et ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu parce qu'ils ne le font pas, ils n'ont pas voulu parce que au moment où tu l'as demandé, ça les emmerdait. Enfin, comment ils t'ont dit ça? C'est non, on fait pas, ou non, on fait plus, ou c'est non, c'est compliqué, ou c'est non, c'est oui, mais c'est très cher. Alors, ils m'ont même pas parlé de prix, ils m'ont dit non, on le fait plus. Ils le faisaient à une certaine époque, dans les années 50, ils m'ont expliqué, où on pouvait trouver des QP en français, en italien, en allemand. Depuis, ils ont arrêté. Mais je me suis dit, dans la situation où les marques horlogères étaient, et ils sont toujours au moment où je voulais acheter, alors c'était encore un peu les prémices chez Gégère, l'enclume a été déposé après. Dans la situation où le monde de l'horlogerie est un peu difficile, il l'est toujours, un client qui veut s'acheter une pièce comme ça, je pense qu'il n'y en a pas les 4 matins non plus, c'est assez particulier. Je me suis dit, bon, on peut essayer de négocier avec eux, on peut essayer de discuter avec eux. Ils ont appelé la manufacture a dit non, on le fait plus. Et puis ça s'est arrêté là, ils m'ont même pas parlé de tarifs, ils m'ont rien parlé. J'ai été déçu et je me suis dit, bon, pour mon argent, je préfère aller sur le marché gris et puis c'est pas plus mal. Ouais. Est-ce que tu serais prêt à... c'est en tout cas techniquement quelque chose que les équipes d'Antoine Macedo peuvent faire. Parce qu'en fait, là, tu as besoin de disques. Hein. C'est ça. Puisque 2025, quelle que soit la langue, c'est 2025. Complètement. C'est beau, ça c'est les nombres, les amis. Hein. Le numérique, c'est différent. Tu as besoin d'un disque des mois et des jours de la semaine. Ouais. Ça doit se trouver, ça, sur le marché. T'as essayé ou pas? Je me suis pas encore penché sur la question. Ah, ça va te ronger le cerveau, ça. Là, il va se dire, merde, putain. J'y ai pas pensé même. Non, mais je pense à ça parce que c'est des. Je vais pas dire que c'est simple, c'est pas simple, hein, mais c'est pas très compliqué sur une Rolex Day-Date de faire changer le disque à 12 heures des jours de la semaine. Tu vois, voilà. Sachant qu'en plus, c'est une des marques de fabrique historique de Rolex sur la Day-Date d'avoir 10, 12, 13, 14, sans parler des sur-mesures qu'ils peuvent faire, 10 ou 12, 13 langues où tu peux avoir les jours de la semaine. La boîte est absolument magnifique. En fait, de loin, elle me fait penser à ma Zenith Elite. Je vous mettrai le lien, les amis, vers l'avis sur ma Zenith Elite HW, donc remontage manuel plus fine que la tienne, mais c'est une 3 aiguilles date. Remontage manuel, donc mécaniquement, c'est logiquement, pardon, sinon ça va faire un mauvais jeu de mots, c'est plus fin. Mais en fait, les anses sont très légèrement différentes. Celles-là, elles ont un petit chanfrein légèrement arrondi, extrêmement discret, que j'avais jamais vu encore. Ouais. Ou alors, j'ai pas bien regardé les Master et Master Control chez Gégère Lecoultre. Mais tu sais quoi, premier QP sur la chaîne, mais aussi des Gégère Lecoultre, finalement, on n'a pas tant que ça sur la chaîne. Est-ce que c'est une clientèle plus timide? Comment t'expliques ça? Comment tu vois la marque, toi? Même pour Reverso? Reverso, on a eu Thomas il y a très très longtemps, saison 1, avec une Day-Date de mémoire. Je voudrais pas dire de conneries parce que si j'en oublie d'autres, etc. Il y a des invités qui sont venus avec des Gégère Lecoultre dans leur boîte à montres parce qu'il y a du off aussi. J'essaye de le limiter au maximum, mais parfois il y a des belles collections qui viennent et on ne voit que le modèle qui est présenté. Mais il n'y en a pas tant que ça.
Il y a une Memovox, 2 Memovox vintage, tu vois, mais pas de Memovox récente. Il y a une montre de plongée, je me souviens plus laquelle qui était venue, mais pas tant que ça. Ouais. Si on prend le prestige de la marque, Oui. son ancienneté, en fait, voilà, j'ai beaucoup plus de Longines, sans parler des Tudor, sans parler des Rolex qui sont passés. Alors que Jaeger-LeCoultre fait clairement partie du cercle de ces marques-là. Là, je parle pas de business et de volume de montre, oui, je parle vraiment de ce qu'ils sont, quoi. Bah, et puis ils ont sauvé quelques marques, hein. On pense à Patek, enfin, ils n'ont pas racheté, mais... ils ont été à la l'horloger des horlogers, comme on dit. Ils ont sauvé quelques manufactures. Pourquoi les gens se tournent pas vers Jaeger? C'est vrai que dans la rue, on en voit très peu. Quand on en voit, c'est des Reverso. Souvent, les Reverso, et quand on discute avec les gens, c'est souvent des montres d'anniversaire pour le mariage. Ça reste une montre très utilisée par rapport à sa fonction de gravure quand on retourne. Voilà. Donc les gens l'utilisent souvent pour des moments marquants. Pourquoi on les voit pas, j'en sais rien. Est-ce que c'est pas un chouïa? Je le fais exprès, hein, parce qu'il faut alimenter la réflexion quand même là derrière. Est-ce que là, on n'a pas une montre qui est tellement classique qu'elle est trop classique? Qui est un peu le problème de Breguet sous une certaine forme, où là, en plus, eux, ils ont des designs avec des... Si je pense aux aiguilles, par exemple, là, on a l'impression de voir l'horloge franc-comtoise. Donc là, là, on est classique, Breguet, c'est traditionnel. Et évidemment, là, si on regarde un peu le monde médiatique, d'influence, de réseaux sociaux, etc., il y a de moins en moins de place pour ce type de produit par rapport à des choses plus extravagantes de Richard Mille, de Roger Dubuis, de choses comme ça, etc. Alors que, paradoxalement, ils ont une histoire fantastique et ils ont un blockbuster, mais qui ne va pas à tout le monde. T'en as une de Reverso, toi? Non. Ah, t'es allé voir la Reverso quand même, et puis quand tu l'as essayé, tu t'es dit, rectangulaire, ça va pas. Et puis, là où tu parlais de classique, trop classique. T'as une Cartier Tank? Non. Trop classique aussi? Trop classique, mais j'aime bien. Ah, voilà les amis, vous savez que tout à l'heure, on va enchaîner sur la séquence sa prochaine montre, parce que là, comme il est déjà venu, on va pas refaire souvenir. Si, on va faire interrogation écrite pour voir s'il nous a pas raconté des conneries la dernière fois qu'il est venu. Les amis, avant d'enchaîner sur sa prochaine montre, tu sais qu'il y a une nouvelle séquence qui s'appelle 60 secondes chrono. Là, je vais t'envoyer du son, comme on dirait l'autre. Je vais t'envoyer des questions, tu vas m'y répondre. Et tout ce que tu me répondras sera utilisé contre toi pour la suite de l'émission. Alors, est-ce que tu es prêt? Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre? Le cadran. Ta complication préférée? Quantième. Intéressé par les micro-marques? Non. Sur quelle plateforme tu trouves les meilleurs avis clients? Délicieuse, et je ne ferai pas la blague de tout à l'heure. La montre préférée de ta collection? Ma sub. Est-ce que tu es plus expérience boutique ou solitude digitale? Expérience boutique. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? Alors du coup, d'habitude neuf, là je me fais mentir, d'occasion. Donc t'es pas sûr en fait? Ou t'es les deux? C'est le prix. Le prix, d'accord. Ta marque préférée? Rolex. Série limitée ou non? Non. Ta première montre si tu recommençais à zéro? Une seule. C'est ton truc? Une Tudor Black Bay 58. Ouh, ton truc, les horlogers indépendants? Oui. Tu veux en citer un? Romain Gauthier. Nice. Acheteur instinctif ou réfléchi? Réfléchi. Intéressé par le vintage? Oui. Tu te vois avec une montre intégralement en or? Oui. Ta prochaine montre? Une Rolex. Ouh, le modèle de tes rêves? Patek Philippe Aquanaut. La montre que tu regrettes d'avoir vendue? J'en ai pas. C'est bon ça! Vous avez compris qu'il est là avec une Jaeger-LeCoultre quantième perpétuelle, montre qu'il porte depuis 6 mois.
mais sa marque préférée c'est Rolex, et s'il devait repartir à zéro, ce serait avec une Tudor Black Bay 58. Est-ce que c'est l'histoire d'amour qui est en train de s'effacer avec ta Jaeger LeCoultre? T'as vu, j'exploite tout ce que tu m'as dit, hein. Ah là, t'es dans l'embarras maintenant, hein. Alors, non, parce que alors je suis pas un collectionneur compulsif, comme je te l'ai dit, je réfléchis avant d'acheter. J'ai pas non plus les moyens, enfin j'ai certains moyens qui me permettent quand même de mettre cette somme-là sur une montre, mais j'ai pas non plus les moyens d'acheter toutes les montres que je veux. Donc en fait, dans ma logique de collection, je me suis dit une complication. Enfin, je devrais, entre guillemets, toutes les complications que j'aime, en avoir une, et simplement une. Je me fais mentir par rapport à ma Submariner et la Black Bay Tudor, parce que du coup, on va dire que c'est une 2 plongeuses, mais tu as une édition limitée et l'autre pas. Mais en règle générale, je me maintiens à ça. Donc en fait, tu peux, dans ma collection, tu peux avoir une Sub, tout comme une Jaeger LeCoultre Quantum perpétuelle, et coexister les deux sans aucun problème. Mais c'est ça la collection de montres. Ouais. D'abord, il y a des choses cartésiennes, il y a des choses purement émotionnelles. On fait des erreurs, on fait des choses, on creuse un truc, on n'aime plus, on revient. Et chose importante, tu vois, tu peux pas regretter d'avoir vendu une montre puisque tu n'en as pas vendu. Ouais. Voilà. Et ça, c'est un sujet, revendre une montre ou pas, c'est ni bien ni mal, etc. Si demain tu te dis, ben moi il y a une pièce fantastique de Romain Gauthier que tu as envie de te payer, et que tu te dis, bah en fait finalement celle-ci je la porte un peu moins, et Romain Gauthier c'est beaucoup plus extravagant. C'est pas très extravagant, mais c'est beaucoup plus extravagant que ça. Ah, tu trouves ça extravagant? Non, justement, non, mais c'est pas extravagant par rapport à une Excalibur de Roger Dubuis. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est plus extravagant que ça. Voilà, là, on est dans le classicisme. Tu pourrais te dire, bah, celle-ci, je vais la revendre pour me payer le Romain Gauthier. Complètement. Évidemment. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le marché spéculatif de l'horlogerie, Jaeger LeCoultre en fait pas partie, et Romain Gauthier non plus. Voilà. Donc, globalement, on est plutôt sur des produits qui, que ce soit le marché gris, c'est-à-dire le neuf de stock, mais sur un réseau secondaire ou d'occasion, s'achète moins cher que neuf. Ce qui n'est pas le cas de chez Rolex. Ce qui n'est pas le cas chez Rolex. Romain Gauthier, je ne sais pas. Ouais. Sur le marché, à vérifier, je pense que ça doit se tenir, ou peut-être un peu plus. À vérifier. Effectivement, on n'est pas sur du Rolex ou du Patek ou du AP. Quoi. Alors, Romain Gauthier, modèle de tes rêves, t'as prochainement... Non, attends, c'est Romain Gauthier, modèle de tes rêves. Non, Romain Gauthier, c'est l'horloger indépendant qui t'intéresse. C'est celui que tu as illustré. Modèle de tes rêves, une Aquanaut. Ouais. D'accord, ça c'est le rêve. Ouais. Alors petit scoop les amis, c'est un scoop. Je ne sais pas quand est-ce que ça passera, c'est prévu. Bah, l'enregistrement est prévu. Il peut toujours y avoir des incertitudes, mais on va avoir une vidéo avec un unboxing d'une Patek Philippe Nautilus 5726, c'est-à-dire la Nautilus quantième manuelle. Qui sortira du salon Patek, etc. Toujours avec la discrétion nécessaire, avec l'émotion d'une nouvelle montre qui arrive dans une collection. Alors, ton projet de prochaine montre là, redis-nous concrètement là, c'est un truc que tu aimerais bien, c'est un truc sur lequel tu es en train d'économiser, c'est un truc que tu regardes, que tu compares. Alors, techniquement, je suis dans les tuyaux. Ok. Donc, on va dire la partie réflexion est déjà faite. Tu es dans les tuyaux, quel modèle exactement? La GMT, Master 2, la Bruce Wayne. Bruce Wayne, donc c'est lunettes grises et noires. C'est ça. Ok. T'es un fan de Batman? Je suis un fan de Batman. Il est un fan de Batman, voilà, t'imagines? Le mec qui nous écoute dans 300 ans, où le mec qui dit « Ah, regarde, son quantième perpétuel en 2100, il marche plus, c'est tout pourri, tout ça. » Mec qui connaît pas Bruce Wayne. Bon, ok, t'es dans le tuyau, ça veut dire que t'as tissé des relations historiques avec l'AD où tu avais acheté ta première Rolex, par exemple? C'est ça, c'est ça. Alors pourquoi GMT par rapport à mon métier? Travaillant dans l'aéronautique, un GMT, bon, c'est voilà, je voyage un peu, etc. Pourquoi pas une Pepsi trop voyant? Toutes mes montres ont un cadre en noir, enfin ont une lignée en fait avec le noir pour la discrétion, parce qu'on n'est pas trop mal. Et un peu de bleu comme sur le logo Air France, t'as vu là? Le logo ouais, et puis au niveau des aiguilles, un peu de blanc aussi, blanc, argent, il y a mais par rapport à mon métier, et pourquoi du coup le noir et le gris? Tout simplement parce qu'ils ont arrêté il y a quelques années la version noire.
complètement noire. Ils l'ont remplacé par la Bruce Wayne. Et sur des montres comme ça, là où on parlait de prix, aller spéculer et acheter une montre qui vaut plus cher, beaucoup plus cher par rapport à l'achat, c'est pas trop mon kiff. Combien ça coûte une GMT Master 2 cadran, lunettes noires et grises, donc appelée Bruce Wayne par la communauté des fans de Rolex, c'est pas du tout un surnom de chez Rolex, alors que chez Tudor ils l'utilisent. Sur leur site internet de Tudor, quand vous regardez l'histoire de leur modèle vintage, ils communiquent sur le fait qu'elle est surnommée comme ça. C'est un truc que vous verrez jamais, en tout cas à l'heure actuelle chez Rolex. Combien ça coûte une Bruce Wayne comme ça, neuve? 11 000. 11 000 sur le marché gris, c'est à combien? 17, 18. Ah ouais, 50% de plus quoi. Ouais. Ok. Et là, tu le sens bien. Tu as des bonnes vibrations. Il y a quelque chose qui arrive. Mais imagine le scénario de ouf. Moi, perso, je m'en fous complètement de ces prédictions, mais parce que ça me fait beaucoup rire. Mais imagine, bientôt, c'est Watches and Wonders 2025. Et là, ils annoncent, je sais pas quoi, qu'on va surnommer Ikea, c'est-à-dire lunettes bleues et jaunes. Ouais. C'est pour vous chauffer un petit peu les Rolex Boys que je fais ça. Et donc, voilà, et ils arrêtent la Bruce Wayne. Ouais. Qu'est-ce que tu deviens dans ta liste d'attente là? Je me retire. J'avais fait all-in, mais je reprends tout. Sur les critères de la discrétion et sur le fait qu'elle doit rester discrète par rapport au noir, si demain il la supprime et il n'y a plus entre guillemets de montre discrète, allez, je vais me faire mentir, s'ils sortent une petite coque, par exemple noir et rouge, allez, pourquoi pas. Mais s'ils retirent s'ils retirent la Bruce Wayne, j'attendrai la prochaine ou je repartirai sur du vintage. Ok. Elle est par défaut ou obligatoirement sur bracelet Oyster? Ouais. Il n'y a pas une Batman Batgirl, il n'y a pas une version Oyster Jubilé. Alors, tu peux si tu veux. Tu as les deux, tu as une Oyster et la Jubilé sur la GMT. Ouais. Personnellement. Ouais, mais elle a pas de petit nom, c'est Brice Wayne. En version jubilée. Non, je crois qu'elle n'a pas de nom particulier. T'es à Catwoman? Ouais, Catwoman, ouais. Donc toi, tu l'avais en quoi? Tu l'avais sur quoi? Oyster. En Oyster. Ouais, historiquement, je la trouve plus jolie en Oyster. Pour moi, historiquement, un jubilé, c'est sur une prise de dents, c'est sur... c'est tout sauf sur une... Trop habillé? Trop habillé. Puis ça clignote, hein? Ça clignote. Du coup, t'enlèves la... Pas ça clignote. On va pas... je suis pas un spécialiste de ça, vous le savez, les amis. Je suis un spécialiste de vous taquiner sur le sujet. C'est brillant, on va dire. Ouais, c'est sur une GMT Master 2, le maillon central est poli miroir. Ouais. Ok, ça marche. Donc lunettes céramiques. C'est ça. Tu t'es pas laissé tenter par la... Je sais pas comment il l'appelait, la Destro, c'est-à-dire couronne à 9h. Avec, la Sprite. Ouais, c'est ça. Non. Je préfère le Mountain Dew, moi, dans les boissons sucrées un peu pétillantes américaines. C'est aussi vert, il y a un vert et jaune, tu vois. Ok. Ça va être le Mountain Dew qui vont sortir prochainement. Ok, là, t'en es où avec l'AD, là? Il te dit, on le sent bien, soyez patient, peut-être un jour, il te balade, il te mène en bateau. Souvenez-vous de cet épisode avec Vivien, un peu, je l'appelais adétréide, comme dans Dune, c'est-à-dire que le mec, il a tout ce qu'il faut, mais il a plus d'AD, quoi. Donc il erre. Ouais. Il erre comme ça partout en France pour essayer de s'acheter une toquante, c'est terrible comme histoire. Là, tu as fait une commande, tu as versé des arts. Non. Ils t'ont promis un truc ou c'est flou? Alors, je trouve, le discours au niveau des AD commence à changer. Par rapport il y a 2 ans, quand j'étais à la recherche d'une sub, où entre guillemets on pouvait se lister à droite et à gauche, ouais. C'était un jour on nous appelle. Maintenant le discours il est en train de changer, je trouve, où maintenant ils te listent plus, du moins dans les grosses marques parisiennes, ils te listent plus s'ils ne peuvent pas l'avoir sur les 6 à 12 mois. Ok. Donc entre guillemets, bon, s'ils ne te listent pas, on sait que tu l'auras pas. Maintenant s'ils te listent, on est toujours très à l'aise dans Petite Montre entre amis, c'est-à-dire que c'est toi, Louis, qui décide ou non de parler de l'AD. Moi, personnellement, je me fous de savoir qui c'est. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si l'AD avec qui tu discutes, c'est celui chez qui tu as acheté la sub. Ouais. Donc, t'es client. C'est ça. Donc, quand il te voit, t'es un client. T'es pas simplement un mec qui cherche à gratter une toquante, quoi. On est d'accord. Ok.
Alors, le problème de ce fonctionnement, et je rebondis par rapport à la dernière interview que tu as fait avec la personne de chez Tudor, qui a plusieurs Tudor. Enfin, pas de chez Tudor, le collectionneur Tudor, ouais. c'est ça. Quand on n'est que chez un seul revendeur, au bout d'un moment, on demande une pièce, une deuxième, une troisième. La troisième, vous en avez déjà eu une ou deux avant. On va peut-être se calmer et en fait, entre guillemets, en tant que collectionneur, tu vois venir le truc. Le sketch, c'est-à-dire quand t'es personne, C'est ça. Et quand t'es quelqu'un, tu redeviens personne. C'est un cycle naturel. On est comme dans le Roi Lion, hein. Tout le monde finit en poussière. Hein. En fait, tu essayes de créer un historique, tu essayes de te créer une confiance. Quand tu avances, il faut y aller petit par petit. Et au bout d'un moment, ça peut bloquer. Mais si ça bloque et que tu es obligé de recommencer à zéro avec un autre AD, c'est compliqué, quoi. Est-ce que ton contact chez l'AD, chez qui tu es, c'est le même? C'est la même personne? Oui. Ah, tu vois, Vivien, lui, s'était retrouvé dans une donne où son interlocuteur, une interlocutrice avait changé, paf. Mais ça revient à la même chose. Franchement, un CRM, ça coûte 29,90 par mois, les amis. Les AD, payez-vous un beau CRM, renseignez tout, etc., etc. Ou en tout cas, donnez-nous le sentiment que vous en avez un, quoi. Tu vois? Alors, c'est pour quand? Dans l'année? Non, mais dans l'année. T'as dit, ils te prennent pas si c'est pas en 6-12 mois. Ouais. Et après, ils peuvent pas. Oui, non, mais dans l'année, ça pourrait être là. Ça peut être demain, ça peut être dans 6 mois, ça peut être au mois de décembre, dans l'année. Et ça, t'as financé, t'as les sous pour réagir tout et est tout bloqué. Alors, moi, je paye C'était pas le même process quand t'avais payé, quand t'avais pris la sub? Ouais. Pas d'acompte. Ouais. Et t'as combien de temps pour venir la chercher? Alors moi, j'en sais strictement rien, mais je suis assez rapide. Dès qu'on m'appelle, je fais le virement, un virement instantané. Le lendemain, j'y vais, quoi. Ok. Donc tu repars avec une nouvelle montre noire. Ouais. Deuxième Rolex. Donc ça te fait troisième, ça te fait plongeuse, ça te fait daily avec la Tudor, ça te fait quantième perpétuel avec celle-ci. Plus tu vas avancer, le next step, c'est à un moment tu vas falloir aller chercher le tourbillon, hein. Ah oui, là... c'est plus le même budget. C'est plus le même budget. Ah oui. Là, il va falloir que ça charbonne sévère. Hein. Et c'est pas forcément une complication. Alors, tu irais plutôt sur quoi? En complication, en soi, si je complète avec la GMT, dans ma collection... Mais t'as un chrono? J'ai un chrono. Ah bon, c'est terrible. T'es arrivé au bout du truc, il faut tout arrêter, hein. Ça y est, j'ai fini. Hein. Ah, quel délai! Rien de pire, t'imagines? T'arrives au bout du chemin, c'est pas possible ça. Non, non. Oui, c'est pas possible. La Patek Aquanaut, il faut travailler. Ah ouais, alors Aquanaut, 3 aiguilles date ou un truc un peu différent? Non, 3 aiguilles date. Ah, ça peut être une complication supplémentaire que je n'ai pas. Ma Submariner, c'est une no date. Ah voilà. Voilà, on peut toujours trouver des excuses. Et là, t'as commencé à discuter au salon Patek à Paris? Ouais, un peu. C'est difficile, très difficile, voire mission impossible. Ouais. Mais Tom Cruise existe, il y arrive, c'est mission. Bien sûr, il y arrive. Et oui. Donc, pourquoi tu vas te lancer dans le cinéma? Et là, attends, si Louis se lance dans le cinéma, là, direct, hein, les mecs, vous avez vu, quoi. C'est comme il y a encore quelques mois, Leonardo DiCaprio, il avait une idée Genève jaune, et puis maintenant, il est ambassadeur Rolex. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui porte Leonardo DiCaprio comme montre, en fait? Je comprends plus, quoi. C'est une idée Genève ou c'est une Rolex? Ça doit être beaucoup de monde, surtout. C'est compliqué, ça doit être dur tous les matins. Tu te dis, attends, si j'ai une interview pour le cinéma, un truc, un machin, faut que je mette la Rolex. Mais alors, si c'est pour le match de baseball des Los Angeles Dodgers, là, je vais y aller avec l'idée Genève et tout ça. Ah, tiens, il y a peut-être un poste d'assistant. Tu sais, l'assistant Leonardo DiCaprio pour lui dire quelle montre il doit porter aujourd'hui en fonction de ses activités. J'imagine même pas les collections qu'il doit avoir. Ah, je sais pas. Là, les amis, pour voir les collections, moi perso, c'est pas un truc que je suis, etc. Là, il y a Le Calibre qui a fait une vidéo complète sur la collection d'un mec que je n'aime pas du tout, qui me véhicule tout ce qui ne m'intéresse pas, mais c'est pas grave, il a une belle collection, le fondateur de Facebook, Zuckerberg. Oui.
voilà, qui s'est pris de passion manifestement pour les montres, tant mieux pour lui. Il est vrai qu'il a une collection quand même de fous, mais d'un autre côté, il a les moyens et de se les acheter et de convaincre, on va dire, les manufactures de bien vouloir le mettre devant Louis pour une Patek Philippe. Malheureusement. Eh oui, tu vois, lui, il arrive en hélicoptère, place Vendôme, tu vois, sans rendez-vous. Il n'est pas résident français. Ah ouais, mais ça marche pas. Oui, mais il y a des petits arrangements peut-être, quoi. Je sais pas. Faut que tu prennes une double nationalité. Il essaye aux États-Unis. Il essaye aux États-Unis, c'est bon ça, les amis. On s'est régalé avec le retour de Louis. Franchement, on a le truc ultime du classicisme, ouais. La folie du temps qui passe devant nous et qui ne s'arrêtera jamais. Alors, c'est ça qui est fantastique. Là, on a un mécanisme qui, à l'intérieur, a une position qui n'est jamais la même jusqu'en 2100. Comme s'il était positionné sur une ligne qui nous emmène pendant encore 76 ans. Et c'est triste, après ça part en sucette, il faudra... Je ne sais pas ce qui se passera. Les amis de chez Gégère Lecoultre, vous nous répondrez. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un quantième perpétuel arrive en bout de cycle? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est fini, ça ne marche plus, comment on lui redonne vie? Et là, je suis sûr qu'ils seront sympas avec toi pour trouver deux disques pour le mettre en français. Et on se retrouve en épisode, en saison 80, 76 et 6. Ça sera Mini Louis qui voilà, le Mini Louis. Petite montre entre amis, saison 82. Allez, les amis, je vous laisse. Merci beaucoup pour ta venue. Si vous voulez participer, il faut que vous soyez membre de la plateforme Dalyshooz, www.dalyshooz.com. Vous déposez un avis sur la plateforme avec des belles photos sur au moins une des montres de votre collection. Après, vous prenez contact sur quelle adresse? Je vais y arriver. guest@dalyshooz.com. gusts@dalyshooz.com. C'est en description. Et puis là, on discute de votre venue sur le canapé et on se régale. Ciao, ciao. Ciao. Et les amis, on se retrouve en 2100. Ce programme vous est présenté par Dalyshooz, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dalyshooz.com pour raconter comment tu aimes ta montre.